J'attends la confirmation. On a terminé le deuxième chapitre, oui ou non? Monsieur, la dernière chose, je crois, monsieur, on a parlé des... On a commencé le deuxième chapitre, la politique de change. Oui, bien sûr qu'on a commencé. Est-ce qu'on l'a fini ou pas? Ça, Et monsieur, on est arrivé à les conditions de la Évolution. dévaluation de la d'évaluation. monnaie. Et on a parlé du BRIC. OK. Là, hein, le BRIC, hein, le groupe constitué par les quatre pays, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, hein, ce qu'on appelle les puissances émergentes. Donc, j'accepte qu'il y a des gens qui sont encore dans la salle d'attente. OK. Donc, justement, on parlait des conséquences de la dévaluation. Donc, cette étude menée essentiellement sur les principaux pays qui détiennent la quasi-totalité du commerce international, à savoir les pays du BRIC et les puissances économiques, hein, les pays le G7, hein, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon et les autres grandes puissances économiques. Ben, cette étude, qu'est-ce qu'il a montré? Ben, il a montré que finalement, le facteur pécuniaire, c'est-à-dire le change, la monnaie, n'exerce qu'un effet très, très limité hein, sur la compétitivité hein, du commerce international. Et finalement, que la compétitivité de l'économie dépend beaucoup plus des facteurs hors prix, hein, des facteurs tels que la qualité, l'ego du consommateur, que de la valeur monétaire. C'est-à-dire que la politique de change, s'il peut avoir un effet, ben c'est un effet vraiment très, très minime et très, très marginal, parce que finalement, la compétitivité d'une économie, à travers cette étude, dépend beaucoup plus des facteurs non monétaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle les qualités, la qualité, le goût hein, des consommateurs, et non pas des facteurs monétaires. Donc la politique de change et une dévaluation, s'il a un effet, c'est vraiment un effet vraiment à la marge. C'est bon, c'est clair? Okay. Donc, alors, qu'en est-il? Là, on a parlé de la dévaluation. Donc, on a dit que la dévaluation concerne un régime de change fixe, mais même lorsque on est dans le cadre d'un régime de change flottant, il y a matière à, à exercer un effet hein, sur le taux de change de la monnaie, mais indirectement. C'est-à-dire que, par exemple, les pays qui ont adopté un régime de change flottant peuvent indirectement exercer un effet hein, sur leur monnaie hein, pour ajuster leur taux de change. Par exemple, il y a l'effet du taux d'intérêt directeur, c'est-à-dire que la Banque centrale, dans un régime de change flottant, ben, il n'a pas d'intervention directe sur le taux de change, parce qu'on a dit que dans ce régime, le taux de change est fixé par l'offre et la demande sur le marché des changes. Donc, mais on peut intervenir indirectement hein, sur le taux de change à travers le taux d'intérêt. Comment est-ce possible, selon vous, hein, que le taux d'intérêt directeur peut exercer un effet hein, de dépréciation ou d'appréciation sur la valeur de la monnaie? Est-ce que vous avez compris la question? Non, monsieur. D'accord. Donc, on va voir que parmi en fait, les vecteurs qui peuvent influencer le taux de change dans un régime de change flottant, il y a le taux d'intérêt directeur. Donc, question, c'est ça la question. Comment un taux d'intérêt
directeur peut avoir un effet sur le taux de change dans un régime de change flottant. Il est clair là maintenant la question? Monsieur, Oui, allez-y. monsieur, le taux des directeurs, il a un impact direct sur le taux d'intérêt qu'imposent les banques commerciales. Oui. Et si ce taux, par exemple, était élevé, le taux d'intérêt exercé par les banques sera élevé par la suite, Bien sûr. ce qui va diminuer la demande sur la monnaie, Oui. ou bien Sur la des monnaie crédits, nationale. quel que soit de consommation, ou bien d'investissement. Ça va impacter la circulation de la monnaie ou bien euh, la, la, la liquidité de la monnaie sur le marché marocain, ce qui va mener à une appréciation de la monnaie, je pense. Donc, ce que vous avez décrit là, c'est l'effet des taux directeurs sur l'inflation, ce n'est pas sur le taux de change. Parce que là, si on cherche à baisser la demande à des investissements de la part des ménages et des entreprises, c'est surtout pour faire diminuer le taux d'inflation et non pas le taux de change. Mais c'est à peu près le même mécanisme, c'est-à-dire que le taux d'intérêt directeur, c'est le taux édité par la Banque centrale, par la Banque Maghreb, si on fait référence au Maroc. Donc, ce taux directeur, il est fortement lié au taux appliqué par les banques commerciales, par les établissements de crédit, parce que finalement, c'est la Banque centrale qui prête de l'argent à ces banques commerciales. Et donc, ce taux directeur, il influence sur le taux appliqué par les banques commerciales à leurs clients, que ce soit des entreprises ou des ménages. Donc, lorsque ce taux d'intérêt directeur est bas, forcément, les banques proposeront des taux d'intérêt bas et inversement. Donc, si le taux d'intérêt directeur est élevé, les banques commerciales vont imposer des taux d'intérêt supérieurs. Mais quel est l'effet sur le taux de change? Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il y a le taux d'intérêt directeur est bas, est faible, donc ça veut dire que lorsque on est sur un marché financier, c'est-à-dire que si on va émettre des obligations ou des bons de trésor, ça veut dire que les investisseurs étrangers, du fait que le taux d'intérêt est faible, même pour rémunérer les obligations, parce qu'il est aussi lié à ce taux d'intérêt directeur. Donc, forcément, ça veut dire que le rendement, la rémunération de ces obligations ou de ces bons de trésor sera faible. Donc, il y a une liaison positive entre le taux d'intérêt directeur et le taux proposé pour la rémunération des bons de trésor et des obligations. Et donc, finalement, lorsque les investisseurs étrangers estiment que ce taux est faible, ils vont renoncer à souscrire ces obligations, ces bons de trésor. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas intéressants, parce qu'ils sont très faiblement rémunérateurs, parce que c'est un taux d'intérêt très très faible. Et du coup, en fait, ils vont renoncer à souscrire ces obligations ou ces bons de trésor. Et du coup, en fait, ça va diminuer la demande sur la monnaie nationale. Et donc, diminuer la demande sur la monnaie nationale, ça veut dire que le fait, donc c'est la baisse de l'offre vis-à-vis de la monnaie nationale, donc ça fait automatiquement baisser le taux de change de la monnaie en question. Est-ce que c'est clair ce mécanisme ou sinon je peux reprendre l'explication? Monsieur, c'est possible de reprendre, s'il vous plaît? Oui. Oui, monsieur, s'il vous plaît. D'accord. Donc, par exemple, on est le Maroc. Donc, le Maghreb a décidé de instaurer un taux de 1%, très faible. Un taux directeur est très faible. Lorsque, par exemple, donc il y a une relation toujours entre le taux d'intérêt directeur et, par exemple, vous savez ce que ça veut dire une obligation? Parce que si ce n'est pas, pas clair, vous ne pouvez pas comprendre la suite. Un bon de trésor ou une obligation, vous comprenez bien le mécanisme qui détermine ces titres financiers? Monsieur, Oui. monsieur, Oui. c'est ce que Banque El Maghreb vend aux banques secondaires et achète de chez eux. Non, c'est-à-dire que, par exemple, Second rang, plutôt. S'agissant du bon de trésor, par exemple, des obligations, l'État, lorsqu'il a besoin d'argent, soit il peut faire appel à l'emprunt auprès des établissements spécialisés, que ce soit le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque européenne, la Banque africaine, etc. Ou il y a une autre
une autre alternative, hein, c'est qu'on peut émettre ce qu'on appelle des emprunts obligataires, émettre des obligations. C'est-à-dire qu'on va s'adresser non pas à des établissements pour avoir des crédits, mais on va s'adresser au marché financier par l'émission de ce qu'on appelle une obligation. Hein. Cette obligation, c'est quoi? C'est-à-dire que je demande de l'argent, c'est un crédit, mais sauf que la rémunération sera fixée sur le marché financier selon les conditions d'émission. C'est-à-dire que je décide d'émettre une obligation pour un montant de 1 milliard de dollars, par exemple, rémunéré à un taux de 3%, de 4%, sur une durée par exemple, de 15 ans. Donc, c'est ce qu'on appelle une obligation. C'est clair? Vous avez compris ça, ce mécanisme? Oui? Monsieur, Oui, mais oui. monsieur, pourquoi le Banque al Maghreb, il a diminué le taux au Maroc? Oui? Oui, oui, il a Pourquoi diminué. les banques n'ont pas pris ça en considération et ils ont laissé le taux Non, non, comme il est? non, c'est-à-dire Ce qu'on qui a fait, baissé. Non, ça c'est une autre question, parce que sinon, si je réponds à cette question, je poursuis l'explication de ça et je reprends votre question par la suite, parce que sinon, on va vraiment on va faire un grand écart, parce qu'après, vous n'allez pas pouvoir comprendre. Là, ce mécanisme des taux d'intérêt, relation entre taux d'intérêt directeur et taux de change. Et après, je répondrai à votre question. d'accord, monsieur. Ok, parce que sinon, ça serait vraiment un chaos par la suite. Donc là, je vais me concentrer sur cette question, taux d'intérêt directeur, c'est-à-dire que ce mécanisme d'obligation, donc ça veut dire que lorsque je vais émettre, moi, le Maroc, l'État marocain, une obligation, ben, c'est forcément, le taux d'intérêt proposé, ben, il sera en fonction du taux d'intérêt directeur. Et du coup, là, les investisseurs étrangers, lorsque ce taux proposé pour rémunérer l'obligation est faible, ben, les investisseurs ne vont pas souscrire cette obligation, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas accepter de donner leur argent comme crédit. Pourquoi? Parce que le taux d'intérêt proposé est faible. Et du coup, en fait, la demande sur la monnaie nationale, qui est le dirham, va baisser, va diminuer. Hein? Et du coup, en fait, la baisse de la demande de la monnaie, ben, on a dit que le taux, dans le régime de change flottant, le taux de change dépend de l'offre et de la demande. Donc, la demande baisse, ben, ça veut dire que le taux de change baisse. Est-ce que c'est clair? Ce point-là, et après, je réponds aux autres questions. Est-ce que ça, c'est clair? L'effet des taux d'interacteur dans un régime de change flottant sur le taux de change, sur la valeur de la monnaie. Oui ou non? Oui, monsieur. OK, ça, c'est clair pour tout le monde. Donc là, je reprends votre question sur la relation. Donc, Banque Maghreb, depuis la crise de la COVID-19, a baissé son taux directeur. Ben, il est à peu près moins de 2%. Donc, normalement, parce que c'est les banques commerciales et se financent auprès de Banque Maghreb, ben, c'est Banque Maghreb qui leur donne des crédits surtout sur le court terme, pour pouvoir financer l'économie, accorder des crédits aux ménages et aux entreprises. Ben, normalement, il y a toujours une relation. Lorsque le taux d'intérêt baisse, ben, ça veut dire que le taux d'intérêt directeur proposé par la Banque centrale baisse, ben, forcément, ben, les banques commerciales ils doivent baisser les taux proposés à leurs clients. Au Maroc, je pense que la tendance a baissé, mais en fait, ça c'est une grande question. Donc, il y a beaucoup de spécialistes qui ne comprennent pas que les banques marocaines pratiquent une politique de crédit à des taux très, très élevés. Donc, après, il y a les directeurs de banque, hein, les responsables des banques marocaines, des banques commerciales, ben, ils disent que ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup d'impayés. Hein, c'est-à-dire que lorsqu'on accorde des crédits, donc ce n'est pas tous les crédits en fait qui seront remboursés. Donc, il y a des gens qui font faillite, des entreprises, des ménages qui sont dans l'incapacité à remboursement. Et c'est-à-dire qu'ils maintiennent un taux relativement élevé justement pour faire face à cette incapacité de perdre certaines créances, certains crédits. Hein. Monsieur, et une dernière question, monsieur. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est clair là pour celui qui a posé la question? Et après, je prends d'autres questions. Oui, oui, monsieur. C'est moi, monsieur. C'est moi. Ah, ok, bon, d'accord. Alors, votre nouvelle question, Alice. Monsieur, et cette méthode qu'ils ont fait dernièrement, qui se présente dans vendre les titres, je crois, c'est vendre les obligations. C'est pas vendre, je crois que c'est vendre. Non, une obligation, c'est ce qu'on appelle une émission d'obligation. Je vais émettre une obligation
pour demander un crédit. Mais là, ça se passe sur le marché financier. Ce n'est pas un système dans le système bancaire. Est-ce que ça va changer, monsieur, le taux après ou non? Le taux de... Le taux de quoi? On applique cette méthode parce que on voit que les banques n'ont pas diminué leur taux. Oui. Et Non, Banque non, Maghreb, c'est-à-dire que... il a pu vendre Quoi, monsieur? Non, non, justement parce que je vais répondre à votre question parce que manifestement, vous n'avez pas bien compris le mécanisme. Alors, pourquoi la question, ce serait celle-là? Pourquoi, par exemple, un État comme le Maroc passe, ou même une entreprise ou une société cotée en bourse, fait appel beaucoup plus à l'émission d'obligations, c'est-à-dire faire des emprunts obligataires que demander un crédit auprès d'un établissement de crédit, une banque, une institution internationale, ben, tout simplement parce que souvent, faire recours au marché financier, c'est parce que les taux d'intérêt sont plus faibles que lorsqu'on s'adresse à une banque ou à une institution financière. La relation par rapport au Maroc, le taux d'intérêt directeur dans le cas marocain, on est dans un régime de change fixe, hein, au quasi fixe. Donc, ce n'est pas pour jouer sur le taux de change du dirham. On a dit que on n'est pas dans ce cas de figure. Hein. Notre taux de change ne dépend pas de l'offre et de la demande de la monnaie nationale. Donc, on a fait appel, on a émis une obligation, on a un emprunt obligataire. Je parle de l'État marocain, c'est parce qu'on a besoin de se financer. Avec la crise de la COVID-19, la baisse des exportations, donc la baisse des devises, hein, donc fait que le Maroc était dans la nécessité de faire appel à des crédits justement pour consolider sa position en termes de devises étrangères. Là, maintenant, la relation entre le taux d'intérêt directeur, l'abaissement du taux d'intérêt directeur par Banque Maghreb, c'est justement pour stimuler la reprise de l'investissement et de la consommation des ménages. C'est dans ce cadre-là. Ça n'a aucun lien avec le taux de change. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Est-ce que c'est plus ou moins plus clair là Oui, maintenant? monsieur. C'est bon? Oui, monsieur. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hein? C'est bon? Alors, donc là, on a dit que dans un régime de change flottant où le taux de change dépend de la monnaie, de l'offre et de la demande de la monnaie sur le marché des changes, mais il y a d'autres mécanismes indirects comme le taux d'intérêt directeur. La Banque fédérale américaine est champion en la matière, c'est-à-dire qu'il peut justement réajuster le taux de change des dollars, la valeur des dollars, en jouant sur le taux d'intérêt directeur. Son taux d'intérêt directeur. Ben, dernièrement, il y a par exemple baisse de la valeur du dollar par rapport au dirham et par rapport à l'euro. Ben, tout simplement, c'est parce que la Banque fédérale américaine a baissé considérablement le taux d'intérêt directeur. Donc là, le mécanisme joue dans le cas américain parce qu'eux, ils sont dans un régime de change flottant. Donc là, la diminution continue des taux d'intérêt directeur a fait que la valeur du dollar a baissé sur le marché des changes internationaux. Donc, autre mécanisme, ça on l'a déjà expliqué dans le chapitre précédent, hein, les réserves de change. Donc, je peux justement jouer sur l'offre et la demande de la monnaie nationale par rapport aux autres devises à travers ce qu'on appelle les réserves de change. On a expliqué ça à travers le cas chinois. Donc, c'est-à-dire que la Banque centrale chinoise réajuste facilement la valeur du yuan justement à travers les réserves de change, la vente et l'achat des devises étrangères. Il y a un autre mécanisme, c'est l'inflation. Lorsque vous avez un taux d'inflation très, très élevé, donc ça veut dire que les investisseurs renoncent à souscrire vos obligations et vos bons de trésor tout simplement parce que vous avez un taux d'inflation très, très, très élevé et du coup, ça fait baisser la demande sur la monnaie nationale et du coup, ça fait diminuer le taux de change. C'est à peu près le même mécanisme, sauf que c'est beaucoup plus naturel l'inflation. C'est-à-dire lorsque une économie est marquée par un taux d'inflation très très élevé, ça ne donne pas confiance aux investisseurs étrangers. Est-ce que c'est clair? C'est bon? On avance? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur, oui. Ok. S'il n'y a pas de questions, s'il y a des questions, je fais preneur. Hein, donc.
Ok, donc là, pour conclure, donc, en matière de politique commerciale, est-ce que la manipulation à travers une dévaluation et dépréciation, donc on l'a déjà vu lors de la séance dernière, que ce sont finalement les puissances économiques, celles qui ont des monnaies fortes, ben, qui peuvent justement manipuler le taux de change pour booster leur commerce extérieur, hein, les Chinois, les Américains et les Européens. Malheureusement, nous, en fait, en tant que pays en développement ou même émergent, c'est-à-dire que la plupart de ces pays-là, ils sont toujours dans le régime de change fixe. Donc, en fait, le recours à la dévaluation est très minime et souvent, très souvent, n'apporte pas des effets vraiment importants sur l'encouragement du commerce extérieur, au moins sur le long terme. Et là, par exemple, si je reprends encore le cas du Maroc, donc le Maroc, le dirham, on est dans un régime de change fixe, mais ces dernières semaines, on a constaté une diminution de la valeur du dirham par rapport à celle de l'euro et une augmentation de la valeur du dirham par rapport au dollar. Ben, pourquoi? Ce n'est pas parce que Banque Maghreb ou la Banque centrale a manipulé le taux de change du dirham, mais tout simplement parce que la forte variation de ces deux devises, à savoir l'euro et le dollar, fait baisser ou augmenter la valeur du dirham, tout simplement parce que la valeur du dirham marocain est déterminée à hauteur de 60% de la valeur de l'euro et à 40% des dollars. C'est-à-dire que notre taux de change dépend de ce qu'on appelle des chocs extérieurs. Lorsqu'en fait le dollar va accuser une forte baisse, ben, ça a un effet direct et systématique sur le dirham et pareil pour l'euro. C'est-à-dire que même si on est dans un régime de change fixe, c'est-à-dire qu'on est toujours, on n'est jamais à l'abri des chocs extérieurs engendrés par les variations des devises sur lesquelles notre monnaie est indexée, à savoir le dollar et l'euro. C'est pour cela, en fait, on a recommandé au Maroc de passer progressivement au régime de change flottant, justement pour éviter cette dépendance vis-à-vis de ces devises, parce que notre valeur n'est pas stable à cause justement de la forte fluctuation de ces devises, à savoir l'euro et le dirham. C'est-à-dire que certains économistes privilégient le fait que la monnaie, lorsqu'il sera dans un régime de change flottant, peut-être on va être prémuni à des fortes variations, des fortes yo-yo qu'enregistre à la fois le dollar et l'euro. D'autant plus que, par exemple, notre monnaie nationale a augmenté par rapport au dollar. C'est vraiment une situation un peu ubuesque, un peu singulière, dans la mesure où les principales sources de devises sont à l'arrêt. Hein, c'est-à-dire que les exportations marocaines sont à l'arrêt, première source des devises. Hein. Les transferts des Marocains résidant à l'étranger, ben, peut-être ils n'ont pas beaucoup baissé, mais ils n'ont pas non plus significativement augmenté. Les EDE ont vraiment chuté et pourtant la valeur de notre monnaie a augmenté par rapport à dollar. Donc ça veut dire que finalement, ce n'est pas nous, même dans un régime de change fixe, qu'on maîtrise le taux de change de notre monnaie, mais il dépend surtout des chocs extérieurs liés, comme j'ai dit, aux variations des devises sur lesquelles est indexée la monnaie marocaine. Est-ce qu'il y a des questions? On a fini ce chapitre. S'il y a des questions, je suis prêt. Monsieur? Oui. Monsieur, j'ai une question, mais ce n'est pas par rapport à ce qu'on vient d'étudier, mais une question par rapport à la semaine dernière, ou la dernière semaine, la dernière séance où on avait parlé de surévaluation de la monnaie. Oui. Et on avait noté que la surévaluation de la monnaie n'a que des inconvénients. Oui, bien sûr. Mais je n'ai pas vraiment saisi le fond de... Oui, parce que surévaluation, c'est l'opposé de la dévaluation. C'est-à-dire que vous allez augmenter le taux de change de votre monnaie. Qu'est-ce que ça peut produire? Sinon, ça va rendre vos exportations plus chères et donc ça va diminuer votre part de marché. Hein. Peut-être ça va réduire, ça va baisser la valeur des importations, mais ça va vraiment handicaper les exportations. C'est-à-dire qu'on cherche à booster le commerce extérieur, ça veut dire surtout on cherche à encourager les exportations. Si vous allez augmenter le taux de change, réévaluer votre
monnaie, ben, ça veut dire que vous allez rendre vos produits plus chers et donc vous leur portez un coup de massue sur le marché international. Ben, ils deviennent plus chers. Ben, les consommateurs étrangers vont renoncer de les acheter. Donc, c'est vraiment un coup de frein aux exportations. Monsieur, mais en généralement, Oui. monsieur, généralement, pourquoi les États et les pays optent pour la surévaluation? Quelles sont les situations où on pourrait opter pour la surévaluation et elle aura un certain bénéfice par rapport à cet État, ou par rapport à l'économie en général de l'État? J'ai dit que c'est même, je pense que j'ai écrit dans les diapos, ben non, c'est-à-dire que c'est très rare, c'est-à-dire que dans le passé, ben, il y a très peu de cas, voire aucun cas de réévaluation, et que les États pratiquent les dévaluations, hein. Ben, surtout ceux qui sont encore dans un régime de change fixe, il y en a de moins en moins, et donc il n'y a pas vraiment beaucoup d'exemples à citer, hein, d'États qui ont recouru à la surévaluation. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun effet positif, c'est peut-être que des inconvénients pour l'économie, pour la simple raison, c'est que ça va handicaper vos produits, hein, qui deviennent plus chers et donc vous perdez votre part de marché. Merci, monsieur. Même dans le cours, c'est écrit que c'est très peu pratiqué, voire pas du tout, hein. Donc, lorsque je ne sais pas si je vous ai déjà envoyé le support ou pas, donc c'est écrit, je reviens comme ça. Donc voilà, regardez par exemple, bah, globalement, la réévaluation présente beaucoup d'inconvénients et très rarement des intérêts en économie. C'est pour cela que la politique de change porte, dans la majorité des cas, sur la valeur, sur la dévaluation. Donc, c'est-à-dire que vraiment, ce n'est pas un cas d'étude, la réévaluation, parce qu'il n'est pas appliqué en pratique. D'autres questions? C'est bon? Sinon, on passe au chapitre suivant. Alors, donc, troisième chapitre, le dernier chapitre de cette deuxième partie et de notre programme, carrément. Donc, les agences de notation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les agences de notation? Est-ce que vous avez déjà une idée sur le rôle, sur le... Oui. Allez-y. Vas-y, Walid. Non, vas-y, Monsieur, ce sont des agences qui donnent des notes pour chaque pays en voyant est-ce qu'ils rendent les crédits à l'heure, est-ce qu'ils payent leurs crédits, oui. Est-ce qu'ils ont les moyens pour payer leurs crédits. Oui, c'est ça. Je crois qu'ils sont des agences privées, monsieur. Bien sûr, ce sont des entreprises. C'est-à-dire parce que le terme agence peut induire en erreur. On pourrait croire que ce sont des ONG ou des institutions publiques. Non, non, pas du tout. Ce sont des entreprises privées, des entités privées créées par un capital privé. Donc, ce sont des entreprises indépendantes, privées, qui cherchent leur propre intérêt, hein. Et donc, dont la mission et l'activité consiste à évaluer la solvabilité, hein, de certains clients. On va voir qui sont ces clients. C'est-à-dire qu'une agence de notation, ce sont des entreprises privées dont l'activité consiste à évaluer, à accorder des notes à certaines entités, des États ou des entreprises, parce qu'il n'y a pas que les États qui sont évalués, qui sont notés, mais il y a aussi des entreprises, hein, on va voir dans le débat par la suite. Et donc là, cette note, elle porte sur la solvabilité. Est-ce que cette entreprise ou cet État est solvable? Est-ce qu'il est capable de tenir ses engagements? Lorsqu'il y a des investisseurs qui accordent des crédits à un État ou à une entreprise, est-ce que cette entreprise ou cet État est capable? Donc, il y a des garanties assez importantes que, avec le temps, hein, ils vont répondre à leur engagement, c'est-à-dire qu'ils vont rembourser leur crédit. Donc, c'est ça le but et l'activité et la mission d'une agence de notation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette note? Donc, en fait, on va voir que c'est une probabilité, c'est une estimation, c'est une évaluation. Donc, à travers certains éléments, les agences jugent est-ce que vous êtes un bon payeur ou un mauvais payeur. Donc, selon
certains éléments. Donc, on va les discuter tout à l'heure. Donc, par exemple, un État ou une entreprise qui est bien noté, ben, ça veut dire que la probabilité que cet État ou cette entreprise réponde à ses engagements est très, très forte. En revanche, une entreprise ou un État très, très mal noté, ben, ça veut dire qu'il y a des risques, des forts risques, une forte probabilité que cette entreprise ou cet État mal noté soit incapable de répondre, de payer, de rembourser le crédit. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Ok. Alors, donc ces agences de notation, cette activité est apparue au lendemain de la crise de 1929. Pourquoi, à votre avis, juste après la crise de 29? Pour quelle raison? Vous avez compris la question? Non, monsieur. Donc, j'ai dit pourquoi. Ben, c'est marqué, les agences de notation ont été instaurées au lendemain de la crise économique de 29. Ben, pourquoi? Pourquoi juste après la crise de 29? Pour quelle raison? Monsieur, si vous nous avez dit la crise de 2008, tu aurais une certaine raison, mais de 1929, Non, sincèrement, non. je n'ai pas d'informations par rapport Ah, à... ok, bon, c'est pas grave, alors je vais vous dire. Oui, donc c'est à cause de la crise. Marois dit que c'est à cause de la crise. Ben oui, c'est à cause de la crise de 29, mais pour quelle particularité? Donc, ce n'est pas par rapport à l'investissement. Hein. Donc, c'est parce que, en fait, l'élément déclencheur de la crise de 29, hein, si vous en souvenez, c'est en fait, c'était un effondrement, c'est un krach boursier, hein, un effondrement des actifs sur la bourse de New York. Et du coup, en fait, il y a beaucoup d'investisseurs, hein, qui ont placé leur argent dans ces actifs, qui ont perdu leur argent, leur économie. Non, les accords de Bâle, c'est beaucoup plus tard que ça. Hein. Mais bon, enfin bref. Donc là, je poursuis mon explication. C'est parce que j'ai dit que juste après la crise de 29, c'est parce que le krach, l'effondrement des valeurs boursières à New York a fait qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont perdu leur argent. Et du coup, on a pensé que l'instauration de ces agences de notation, du fait qu'ils vont accorder des notes, des bonnes ou des mauvaises, ça peut diminuer les risques de crise financière, hein, et de perte de la part des investisseurs. C'est-à-dire lorsque vous avez déjà l'information, est-ce que c'est un bon payeur ou un mauvais payeur, donc ça veut dire que vous limitez la probabilité que l'investissement sera perdu. Donc c'est pour cet objectif que les agences de notation, leur activité s'est accélérée au lendemain de la crise de 29, c'est justement pour aider les investisseurs à bien choisir les titres et les prêteurs auxquels ils peuvent accorder leur crédit. Et d'ailleurs, là Monsieur, maintenant. mais généralement, Oui, monsieur, monsieur, mais généralement, ces agences de notation ne pourront jamais prévoir ou anticiper une crise, vu que, supposons, les États-Unis, c'est un pays qui est considéré comme une puissance économique, ou plutôt qui était à l'avènement de la puissance économique. Oui. Et on constate qu'il y avait un effondrement de la valeur boursière au sein de l'économie américaine. Donc, même si, supposons que on a octroyé une note, voire très très bien, ou une note très bien par rapport aux États-Unis, mais généralement, ce qui va encourager les investisseurs d'investir et de placer dans tout ce qui est secteur boursier. Mais malheureusement, il y aura une crise. L'exemple le plus probant, c'est la crise de 1929, sachant que les États-Unis étaient une puissance économique. Oui, mais Entre autres, ça ne va pas anticiper les crises. Je ne vois pas le lien par rapport à la notation, à l'activité des agences et ce que vous avez dit là. Je n'ai pas saisi le. Monsieur, j'ai répondu. Bien sûr, je vous explique. Oui, bien sûr. Monsieur, vous nous avez dit que comme quoi ces notes vont essayer de prévenir les entreprises. C'est-à-dire que si je connais D'évaluer si je connais la un pays, solvabilité. d'évaluer, pardonnez-moi.
Oui. d'évaluer la Ouais. solvabilité Oui. du pays ou des entreprises. Oui. Donc, entre autres, ça va anticiper les crises. Non, qu'est-ce que ça veut dire anticiper les crises? C'est-à-dire que si un pays a des déficits ou des carences par rapport aux échanges, Oui. c'est-à-dire que ça va anticiper entre autres les crises Non. pour que Qu'est-ce que vous voulez dire? l'investisseur ne place pas dans cet état. Ah, Oui, c'est-à-dire monsieur, que, en fait, bien sûr, dites-moi. oui, non, non, je comprends non, là, maintenant. C'est-à-dire que le fait qu'il y aura des gens, des entreprises, des États qui sont mal notés, ça va précipiter à l'arrivée des crises. C'est ça? C'est-à-dire que ça va Monsieur, accélérer. oui, Bah, j'ai répondu par rapport à ce point. non, non, je n'ai pas toujours compris, mais peut-être, je pense que j'ai compris là maintenant. Vous voulez dire que le fait qu'il y ait des agences qui accordent des mauvaises notes, ça peut véhiculer ou accélérer la propagation des crises financières. Ça veut dire ça. C'est-à-dire que le fait qu'il y a beaucoup Non, d'États ou d'entreprises qui sont mal notés, ça va décourager les investisseurs à leur faire confiance, donc à placer leur argent chez eux, et du coup, ça va accélérer la propagation de la crise, c'est ça? Oui ou non? Parce que non, logiquement, le principe, c'est que si on évolue. Monsieur, je m'explique, je m'excuse pour. Plutôt, la logique, c'est que ces agences de notation vont prévenir les investisseurs que cet état-là ou cette économie n'est pas vraiment une économie solvable. Mais je vous ai dit que ce n'est pas un critère très, très efficace parce que même par rapport aux États-Unis, même si c'est une puissance économique et supposons qu'on a octroyé à cette puissance une bonne note, il y aura certainement un déficit, il y aura certainement une carence. Entre autres, je critique, je critique le fait que ces agences de notation ne sont pas je dirais, le seul critère pour déterminer est-ce que cette entreprise, cet État est solvable ou pas. C'est ce que je voulais vous dire. C'est une remarque plus ou moins. Je reprends la deuxième partie. Je m'inscris en total accord avec vous sur la deuxième partie, c'est-à-dire que c'est pas objectif, c'est pas fiable à 100%. D'ailleurs, on va voir qu'ils sont critiquables, mais on va leur opposer un certain nombre de critiques dans la deuxième partie, dans le deuxième point, parce que là, on est dans les définitions par la suite. Mais je ne suis pas d'accord avec vous, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez dit que les États-Unis, c'est un pays endetté, c'est un pays qui a un déficit important, hein, même s'ils sont bien notés par les agences. Ben, ça veut dire qu'il y a toujours de risque d'insolvabilité. En pratique, c'est faux. C'est-à-dire que les États-Unis et le Japon, les deux pays qui sont les plus endettés du monde. Ben, le Japon, ben, il a un niveau de dette qui dépasse 300% de son PIB. Et pourtant, le Japon, c'est un pays en fait qui arrive à être financé, c'est-à-dire à trouver de l'argent avec des taux d'intérêt inférieurs à 1%. Alors que la plupart des autres États, ils ne sont pas dans une même situation d'endettement. Ils ont des ratios de dette par rapport au PIB très très faibles par rapport au Japon et pourtant ils s'investissent à des taux d'intérêt largement supérieurs à celui proposé du Japon ou des États-Unis. C'est-à-dire que la première partie ne tient pas. C'est-à-dire que ce sont des prévisions sur le court terme. C'est-à-dire que les États-Unis sont endettés, le Japon sont très endettés, mais ce n'est pas pour l'année prochaine ou dans 10 ans qu'ils vont faire faillite. Ça reste quand même des grandes puissances économiques. Non, en fait, même ces deux pays-là, parce que du fait qu'ils soient endettés, ben, ils se sont dégradés, mais ils gardent beaucoup plus de crédit, beaucoup plus de confiance aux investisseurs sur le marché international que certains États qui sont très peu endettés, comme le Maroc. Le Maroc est largement moins endetté que le Japon. Ben, les investisseurs font largement confiance aux obligations japonaises qu'aux obligations marocaines. Ce n'est pas un critère. Non, non, c'est-à-dire que la notation, c'est une évaluation, c'est un indice, hein, mais ce n'est pas la seule décision que les investisseurs prennent en considération lorsqu'ils décident ou pas d'accorder un crédit. Et d'ailleurs, il y a une certaine catégorie d'investisseurs qui préfèrent justement accorder des crédits à des gens qui sont très très mal notés. Pourquoi? Parce qu'ils vont leur réclamer des taux d'intérêt très 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 élevés. Je ne sais pas si on a trouvé un chemin d'entente, vous et moi, hein, si on est encore d'accord. Oui, bien sûr. Okay. Bien sûr. Voilà. Oui, il y a une certaine Mais sinon, dites-moi si Merci, vous avez encore d'autres remarques par rapport à ça.
C'est sinon, parfait, on monsieur. avance. Pour moi, c'est parfait. Ok, bah, Monsieur, oui, allez-y. monsieur, Oui, allez-y, je vous écoute. monsieur, pourquoi jusqu'à maintenant, il y en a des pays qui n'ont pas une note? Euh, C'est-à-dire que, en principe, la plupart des pays ont des notes, mais il y a des pays, c'est-à-dire que des pays qui ne communiquent pas leurs documents, qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et des autres organisations. On ne connaît pas quel est leur niveau de dette, quel est leur réel taux de croissance. Hein? Donc, ils n'ont pas de publication officielle et fiable. Donc, et on renonce à les noter. Pourquoi? Parce qu'on va voir, on ne les note pas comme ça parce que c'est un jeu, mais une note, c'est un prix. C'est-à-dire que les agences notent à la demande des clients, hein, ou sinon pour vendre cette note. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'amuser à noter chacun des États. Ben, si ce n'est pas demandé par le marché, ils ne le feront pas. Mais la plupart des pays sont, certes je parle des États, et sont notés. Si vous allez sur les sites des 3 agences les plus importantes, ben, vous allez voir qu'il y a une liste où il y a à peu près la quasi-totalité des États qui sont notés. Hein. Mais sinon, certains États, si vous prenez par exemple le Zimbabwe ou je sais pas, le Cameroun, il y a certains États, certains de ces 3 agences, ben, ils n'ont pas publié leurs notes. Pourquoi? Parce que tout simplement, le marché n'a pas demandé, c'est-à-dire il n'y a pas des clients qui ont intéressé pour savoir cette note. Pourquoi on va savoir cette note si on ne sera pas amené à leur accorder ou à souscrire une obligation émise par ces pays-là? Donc ça ne sert à rien d'avoir leur note parce qu'ils ne nous intéressent pas finalement. Mais sinon, la quasi-totalité des États ben, sont notés. Vous allez voir, si vous allez sur le site de ces 3 agences, vous allez voir une liste quasi exhaustive où il y a les notes accordées à tous les États. Mais sinon, les États, par exemple, un État où il y a un désordre, où les investisseurs ne sont pas du tout intéressés à savoir sa note, ben, on ne va pas faire l'étude pour la noter déjà et on va encore moins publier sa note parce que ça n'apporte rien. Alors, donc, il y a 3 principales agences de notation ben, qui dominent le marché hein, de la notation. 2 américaines, Moody's, Standard & Poor's et une 3e européenne, britannique, Fitch Rating. Hein, ils détiennent plus de 90% du marché. Donc, c'est ces 3 agences qui dominent le marché de la notation. C'est-à-dire si vous serez amené à avoir une note sur un État ou sur une entreprise, ben, il faut faire appel à ces 3 agences de notation. Alors, donc, comment ça fonctionne? Oui, allez-y. Monsieur, la différence qui existe entre deux agences ou les 3 agences, oui. Comment on va la prendre en considération? Par exemple, le Maroc, il est noté chez Standard & Poor's avec BBB-. Oui. Et chez Fitch avec BB+, plutôt. Comment les États ou bien les gens qui vont nous donner des crédits vont prendre en considération cette différence? C'est-à-dire qu'on va voir, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, justement, comme vous l'avez signalé, quelques écarts, mais ce ne sont pas des écarts vraiment significatifs. C'est-à-dire c'est comme 2 correcteurs, un donne une copie 15 sur 20 et l'autre donne 14,5 sur 20. C'est différent 15 et 14,5, mais c'est finalement à peu près, c'est la même tendance. C'est don moyen. Hein? Vous n'allez pas voir, par exemple, qu'une agence accorde, par exemple, 16, hein, et l'autre accorde 2. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il peut y avoir quelques nuances, quelques différences dans la notation, mais c'est vraiment négligeable. C'est-à-dire qu'on est à peu près dans la même zone de notes. Hein, soit on est 15 ou 14,5, c'est à peu près la même chose, n'est-ce pas? Mais il peut, effectivement, parce que ces 3 agences sont indépendantes, il peut y avoir quelques écarts, mais ce ne sont pas des écarts qui soient énormes. Mais on va voir justement ça à travers la grille de la notation. D'accord, monsieur. D'autres questions? Donc là, une note, c'est finalement une perception, une probabilité de mesure du risque de remboursement ou de non-remboursement. Donc ça veut dire que ce n'est pas objectif, ce n'est pas fiable à 100%. C'est-à-dire que les agences de notation, lorsqu'ils s'adressent à leurs clients, ils disent que voilà la note, mais il faut faire attention. C'est une perception, c'est une probabilité. Donc il y a toujours une marge d'erreur, donc il faut faire attention par rapport à la note. Donc, il y a 2 types de notation. Il y a ce qu'on appelle la notation sollicitée. Sollicitée, c'est-à-dire que parfois, l'emprunteur, c'est-à-dire la direction qui a besoin de crédit, hein, un État ou une entreprise,
il peut, à sa demande et à ses frais, demander, s'adresser à une de ces trois agences pour demander une notation. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin, le Maroc, j'ai besoin d'un crédit, je vais aller voir une agence de notation et je vais payer un service, hein, et demander à ces agences de me noter, de m'accorder une note. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi les emprunteurs parfois demandent, sollicitent leur notation auprès de ces agences? Pour quelles raisons? Oui? Vous avez compris la question? Monsieur, ça va leur servir au moment où ils vont demander un emprunt auprès des banques. Non, ce n'est pas des banques en fait. Non, non, c'est-à-dire que ce n'est pas des banques. La banque, ben, elle demande son dossier. Généralement, en fait, c'est sur le marché financier. Ce n'est pas des banques. Hein. Il faut vraiment, c'est important. Hein. C'est à ne pas confondre. Là, les notations, c'est lorsqu'on s'adresse au marché financier. La banque, ben, c'est son propre argent. Ben, lorsque il va décider d'accorder ou pas un crédit, hein, ben, il va faire son propre étude. Il ne va pas recourir à une agence de notation. Ben, il va demander à chaque client, demandeur de crédit, ben, tu as un dossier, ben, je ne sais pas, c'est bulletin de salaire lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son contrat, est-ce qu'il est en CDI, est-ce qu'il est fonctionnaire, il est en CDD, sa situation familiale, marié, combien d'enfants de charge a. Donc, c'est des documents demandés par la banque. On n'est pas dans ce cadre-là. Dans ce cas, on n'a pas besoin de recourir à une agence de notation parce que la banque va faire le travail pour elle-même. Hein, il ne va pas faire l'intermédiation de l'agence de notation. Mais là, en fait, on est dans ce qu'on appelle le marché financier. Hein, c'est pour l'émission des obligations, hein, surtout des obligations et des bons de trésor. Alors, pourquoi, je vais répondre moi-même à la question, pourquoi, par exemple, un emprunteur recourt lui-même et à ses frais à une agence pour qu'il soit noté? C'est parce que maintenant, ça devient automatique. Lorsque vous allez émettre une obligation, ben, les investisseurs ont besoin de savoir votre note pour qu'ils décident de vous accorder ou pas leur crédit. C'est-à-dire que la plupart, voire tout le monde, exige à ce que vous aurez une note, vous serez noté justement pour évaluer, pour jauger votre capacité de remboursement. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas vous donner leur argent comme ça, sans savoir est-ce que vous êtes solvable ou pas. D'autre part, c'est que lorsque vous avez une bonne situation, lorsqu'il s'agit d'un État ou d'une entreprise, ben, vous pouvez prévaloir de votre bonne note, à supposer que vous avez une bonne note, pour proposer un taux d'intérêt très très faible. C'est-à-dire que, par exemple, des pays qui ont ce qu'on appelle le triple A, la meilleure note, accordée par les agences de notation, ben, lorsqu'ils accèdent au marché financier, souvent, ils proposent des taux d'intérêt très très faibles. Pourquoi? Parce qu'ils disent, moi je suis triple A, vous me donnez votre argent, vous n'avez aucun risque de perdre votre économie, je suis solvable, la preuve, j'ai le triple A, j'ai la meilleure note par ces agences de notation. C'est clair? Monsieur, j'ai une question. Oui, allez-y. Oui, monsieur, s'il vous plaît, les agences de notation, ils se basent sur quoi pour donner leur note? Je n'ai pas entendu parler à haute voix ou je sais pas. Monsieur, vous m'entendez? Oui. Les agences, ils se basent sur quoi pour la notation? Oui, on va voir juste après quels sont les critères utilisés par ces agences pour noter les entreprises ou les États. On va voir juste, on va y répondre à la question tout de suite. Merci. Okay. Donc, la notation, donc, il peut porter soit sur une entreprise, soit sur un État, ou parfois sur un titre financier bien particulier. C'est-à-dire que ce n'est pas l'émetteur qui a évalué, ce n'est pas l'entreprise ou l'État, c'est parfois, ce sont des titres, une obligation ou un TCN, dans le cadre de ce qu'on appelle la titrisation. Parfois, les agences sont amenées, sont sollicitées pour noter des titres financiers et non pas des entreprises ou des États. Mais il y a aussi ce qu'on appelle une note non sollicitée, c'est-à-dire que parfois, à leur initiative, les agences de notation, ils le font pour les États, hein,
et d'ici, hein, de leur propre gré, de noter les États. C'est-à-dire que je suis une agence de notation, ben tiens, je dis que peut-être le Maroc, dans quelques mois, aura besoin d'émettre un emprunt obligataire. Je vais anticiper, je vais faire une étude pour donner une note. Et qu'est-ce que je vais gagner? C'est-à-dire que lorsqu'il va émettre cette obligation, ben c'est sûr qu'il y aura des investisseurs qui vont venir me consulter pour savoir sa note, et je vais vendre l'étude et la note par la suite. C'est ce qu'on appelle la note non sollicitée, c'est-à-dire que la note est faite et préparée au gré, c'est-à-dire à l'initiative des agences de notation elles-mêmes. Donc, comme on l'a signalé tout à l'heure, donc il y a… Oui, allez-y. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai pas bien saisi la première cause qui vraiment pourquoi les emprunteurs vraiment vont chez les agences de notation et eux-mêmes questionnent leurs notes ou comme ça. La deuxième, c'est parce qu'ils ont une bonne note, donc ils ont avoir un taux faible. Et la première, c'est quoi, monsieur? Et la première, en fait, c'est une garantie, ben, c'est de la transparence vis-à-vis des investisseurs. Ça veut dire que pour donner confiance, hein, inspirer confiance aux investisseurs, vous leur dites, voilà, donc je suis transparent, j'ai demandé une note de la part de ces agences qui sont indépendantes. Bon, ils m'ont accordé une note, en fait, ça fait augmenter la confiance des investisseurs en votre crédit et après, ils vont vous accorder le crédit. Et d'ailleurs, en fait, maintenant, ça devient automatique. C'est-à-dire que sur le marché financier, n'importe quel investisseur, entreprise ou État, hein, ou organisme de placement, exige à ce que l'émetteur de l'obligation, c'est-à-dire l'emprunteur, ben, amène sa note, ou publie sa note. C'est bon? D'accord, monsieur. Donc, pour augmenter la confiance. Bien sûr, c'est une question de confiance. Et maintenant, ça devient plus que de la confiance, ça devient une condition, c'est exigé. C'est-à-dire que vous voulez émettre une obligation, très bien, mais il faut publier votre note, il faut nous ramener votre note. D'accord, monsieur, merci. Alors, donc là, on va parler de la grille de la notation appliquée par les trois principales agences. Hein. Donc, voilà, c'est à peu près les mêmes symboles, bah, avec quelques nuances, quelques différences, mais ça reste toujours dans le même esprit. Donc, la première qualité, ce qu'on appelle les meilleurs de la classe, ceux qui ont 20 sur 20, si je cherche à faire cette métaphore avec des bons étudiants, des bons élèves, du coup. Donc, il y a ce qu'on appelle le triple A, 3A, donc c'est les meilleurs, hein. Donc 3A. C'est par exemple le cas de quelques pays encore qui sont encore notés triple A, c'est l'Allemagne, c'est l'Australie, le Danemark. Les autres, par exemple, les États-Unis, le Japon, ils ont perdu leur triple A. Ben, ils sont dans A2, hein, dans la deuxième catégorie. Donc ça, c'est la première qualité triple A, c'est-à-dire que selon cette note, vraiment la probabilité qu'un État ou une entreprise notée triple A ne répond pas à ses engagements est très minime. C'est-à-dire que c'est presque nul. Le risque de non-remboursement est quasi nul. Hein. Et après, on commence à descendre. Donc là, on était à 3A, on passe au niveau inférieur, juste inférieur à 2. Hein, haute qualité, ça reste une bonne note, mais en fait moins bonne que la première catégorie. Après, on descend qualité moyenne, donc on perd encore un A selon les trois agences. Et après, on passe à une deuxième catégorie, la catégorie B, qualité moyenne inférieure, c'est-à-dire que il y a une bonne capacité à rembourser, mais c'est beaucoup moins bon par rapport à la première catégorie, hein, catégorie A. Et après, on descend jusqu'à on arrive au niveau C et D, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un risque fort de non-remboursement, ce qu'on appelle état de cessation de paiement, c'est-à-dire que le défaut de paiement, c'est-à-dire que si une entreprise ou un État est noté C ou D, selon, ça dépend des agences, donc ça veut dire qu'il y a un fort risque que ces clients remboursent le crédit. Donc c'est un peu dangereux de leur accorder crédit. Est-ce que c'est clair? C'est bon?
Oui, monsieur. Ok. Donc, par exemple, donc, j'ai dit, je parlais de les meilleurs de la classe, hein, le triple A. Donc, c'est l'Allemagne, c'est l'Australie, c'est le Danemark. Pourquoi, par exemple? Pourquoi l'Allemagne est encore notée triple A, la meilleure note? C'est parce que tout simplement, ben, ces agences, elles regardent en fait les équilibres financiers de l'Allemagne. Ben, l'Allemagne, c'est pratiquement un des pays qui n'a pas une dette élevée. Bon, sa dette est vraiment très, très, très mini. C'est un pays en fait qui arrive à présenter des lois de finances équilibrées, c'est-à-dire solde budgétaire non négatif. C'est un pays en fait deuxième exportateur du monde. C'est un pays qui a une balance commerciale largement excédentaire et du coup en fait l'Allemagne présente tous les gages, toutes les chances de rembourser un crédit si jamais en fait il va émettre un emprunt obligataire. Donc c'est pour cela les agences accordent leur totale confiance en accordant la meilleure note à l'Allemagne. Pourquoi? Parce qu'elle se base sur les équilibres financiers, sur la croissance de l'économie allemande, sa balance commerciale, etc. Donc, tous ces éléments corroborent l'idée que c'est un pays qui soit solvable à 100%. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de… Monsieur, Oui? monsieur, par exemple, si un pays est C'est un son pays… échelle de notation est… Reprenez votre question parce que je n'ai pas entendu le début, s'il vous plaît. Oui, monsieur? Oui, c'est bon. Là, je vous écoute 5 sur 5. Oui. Si un pays a une signification de la notation en défaut sélectif, en défaut, ça veut dire CC. Donc, personne ne va le prêter. Donc, automatiquement, il va tomber en crise, non? N'est-ce Bien pas? sûr, non, bien sûr. C'est-à-dire qu'on va voir le cas de la Grèce. Il était dans cette situation. Heureusement, la Grèce a été sauvée en 2008 par les pays de la zone euro, l'Allemagne et la France. Pourquoi? Parce que justement, la mauvaise note, c'était un C, au D selon les agences, accordé à la Grèce, a fait que lorsque le gouvernement grec a émis une obligation, ben, les marchés financiers, les investisseurs, ont proposé un taux de 30% pour pouvoir Élevé. accorder 30%, c'est plus que élevé, 30%, c'est infernal comme taux. C'est-à-dire, vous avez un crédit, on vous demande de rembourser un taux de 30%. C'est phénoménal. Donc, et du coup, en fait, ils ne pouvaient jamais accepter de rembourser à 30%. Mais heureusement, il y avait justement l'Allemagne et la France qui ont venu au secours, et avec l'aide du Fonds monétaire international pour venir au secours de la Grèce, parce que sinon, c'était la cessation de paiement. Oui, c'est vrai, c'est dangereux. On va voir ça dans les critiques. C'est-à-dire, lorsque vous êtes mal noté, ben, ça veut dire que vous n'avez plus la possibilité d'accéder au marché financier parce que sinon, soit les investisseurs refuseront carrément de vous accorder leur crédit parce que vous êtes mal noté, qu'il y a des risques forts que vous n'allez pas rembourser, ou sinon, mais ils vont vous accorder le crédit mais à condition, ils vont vous exiger des taux d'intérêt très, très, très élevés. D'accord, monsieur, merci. Mais cela dit, il y a des États, par exemple, qui sont classés C et D. J'ai regardé en fait dans les sites respectifs de ces trois agences. Par exemple, un pays comme le Liban, ces derniers mois, depuis quelques semaines, est classé C parce qu'en fait, il y a une instabilité politique. Hein? Certains pays africains où il y a en fait vraiment des guerres civiles ou une instabilité politique, comme par exemple le Zimbabwe, comme l'Angola, etc. Vraiment, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est pas anodin cette notation. C'est-à-dire qu'au Liban, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est le président. Est-ce qu'il y aura une guerre civile par la suite? Est-ce qu'il y aura une stabilité? C'est-à-dire que ça serait vraiment dangereux de noter un pays comme le Liban en A ou en B. Ça veut dire qu'on est en train de mentir aux investisseurs. Mais sinon, ça veut dire que de l'autre côté, c'est un peu dangereux, c'est même mortel pour un État ou une entreprise d'être noté C ou D. C'est-à-dire que vous êtes en train de lui interdire l'accès au marché financier. D'autres questions? D'accord, monsieur. Monsieur, oui. Par exemple, est-ce que cette signification de notation peut être changée? Ah, bien sûr, c'est-à-dire que ce n'est pas une note définitive inchangeable, non, c'est-à-dire que ça évolue. Par exemple, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, on met, par exemple, là, par exemple, si je prends la notation de standard, plus, ben, ça veut dire que c'est dans une perspective positive.
à moins, ça veut dire qu'on est dans une perspective négative. C'est-à-dire que c'est pas, la note, il peut changer. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai parlé de l'Australie et le Danemark. Pendant la crise de 2008, le Danemark et l'Australie a été dégradé. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus le triple A. Mais après, ils ont fait des efforts, ils ont restauré leurs équilibres financiers, ils ont regagné le triple A. Donc, ça veut dire que c'est une note qui change, qui dépend de votre situation. Lorsque votre situation s'améliore, ben, ça veut dire que vous pouvez reprendre une note meilleure. Donc, ce n'est pas définitif, ce n'est pas éternel. C'est-à-dire que ça dépendra de votre situation. D'accord, monsieur. Alors, justement, ça, je réponds à la question de tout à l'heure. Alors, sur quelle base ces agences notent les entreprises ou les États? Ces agences, en fait, ben, ils ont le monopole, c'est parce qu'ils ont embauché des grands experts de la finance et de l'économie internationale, hein, les grands experts qui ont travaillé au Fonds monétaire international et les gens qui ont de l'expertise, de l'expérience et des compétences inégalables dans le domaine. Donc, lorsqu'il s'agit par exemple d'un État, ben, ces agences de notation, ben, ils regardent tout ce qui est lié à l'économie en question. Ben, on regarde le niveau de la dette publique, est-ce que c'est endetté ou pas, hein, par rapport à son PIB, le niveau de son PIB. Est-ce que c'est stable politiquement, parce que c'est un critère très très important. Tout à l'heure, on a parlé du Liban, c'est justement cette instabilité politique qui a fait que le Liban est très très mal noté, c'est parce qu'il n'y a pas de stabilité politique. Et on regarde tous les indicateurs macroéconomiques, le taux de croissance, est-ce que c'est une économie qui enregistre des fortes croissances ou pas, le niveau de l'inflation, etc. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de critères qui rentrent en jeu justement pour pouvoir accorder la notation. Et c'est vrai, ça rejoint la même logique pratiquée par les banques commerciales. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire des stages au sein des banques. Lorsque, par exemple, au Maroc, un ménage ou une entreprise demande un crédit auprès d'une banque, ben, la banque il va lui demander tout un dossier avec, s'il s'agit par exemple d'une personne physique, un ménage, son contrat de travail, son salaire, est-ce qu'il est marié, combien d'enfants à sa charge, combien il gagne, est-ce qu'il est malade ou pas, des certificats médicaux, etc. Et donc là, il va constituer un dossier avec une grille et à la fin, il va calculer un score. Ben, si par exemple, ce score est très faible, ça veut dire que le risque de remboursement est faible. Donc, on refuse l'octroi de crédit. Si au contraire, il a un score très, très, très élevé, on pourra lui accorder le crédit. C'est à peu près le même cas de figure, c'est-à-dire que ces agences recueillent un ensemble d'informations relatives à l'État en question, tout ce qui est trait à son économie, à ses richesses, à ses dettes, à son déficit, à sa balance commerciale, justement pour pouvoir lui accorder la note. Et on fait pareil pour les entreprises. Les entreprises, on leur demande ce qu'on appelle les états de synthèse, le bilan, le CPC. On regarde est-ce qu'il est endetté, combien représente les capitaux propres dans son capital, combien représente son résultat, est-ce qu'il enregistre des résultats positifs, ces 3-4 derniers exercices comptables, etc. Donc justement pour juger sa situation financière, est-ce qu'il est seul ou pas, et en conséquence, on lui accorde la note. Alors, où est-ce qu'il trouve ces informations? C'est-à-dire que pour les États, la plupart des États ils sont membres du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Soit en fait, ils se basent sur les publications lorsqu'ils estiment qu'il est fiable, sinon ils ont des experts, ils peuvent embaucher des experts pour justement mesurer la fiabilité, la véracité de ces documents publiés par exemple. S'agissant des entreprises, les entreprises lorsque en fait, ils sont cotés, parce que ce sont en principe des entreprises cotées en bourse, la loi oblige les entreprises à publier leur état de synthèse, leur exercice, qui soit certifié par un commissaire au compte. Donc, c'est-à-dire que l'information à la base de laquelle la note est accordée et doit être fiable. Elle est souvent très, très fiable. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Vous m'entendez?
Oui, monsieur. Ok, c'est bon? Ok. D'accord. Donc, processus de notation, ben, c'est-à-dire que voilà, c'est ça qui fait la différence. Si une entreprise est notée triple A, c'est-à-dire que le meilleur score, la meilleure note possible, ben, ça veut dire qu'il pourra avoir un financement moins cher, des taux d'intérêt très très faibles. Si au contraire, ben, il est très mal noté, ben, ça veut dire que lorsqu'il va émettre une obligation, ben, il devrait payer plus cher en fait son financement. Donc c'est pour cela, c'est vraiment déterminant à cette note, parce que c'est en fonction de cette note, on va fixer votre coût de financement. C'est-à-dire si vous êtes bien noté, ça veut dire que vous pouvez accéder aux capitaux moins chers. Si au contraire vous êtes très mal noté, ben, ça veut dire que vous devrez payer plus cher votre crédit. Voilà, donc ça peut se repasser. C'est bon, est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Alors, pour les critiques, ben, les critiques, on en a parlé un peu, mais là, on va aller dans le détail. Ben, quelles sont les critiques qu'on peut adresser aux agences de notation? On va voir qu'il y a pas mal de choses à leur reprocher. Donc, déjà, en commençant par la définition de la note, ben, la notation, on a dit que c'est une opinion. Une opinion qui, en langue, ça veut dire que cette opinion, le fait que la note soit qu'une opinion, une évaluation, donc ça enlève toute responsabilité légale de ces agences. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lorsque un investisseur a été induit en erreur par une agence de notation, lorsque, par exemple, j'accorde mon crédit à une entreprise notée triple A, et par la suite, cette entreprise va faire faillite, donc je n'ai pas le droit de recourir contre ces agences de notation en justice. C'est-à-dire que je ne peux pas aller en justice pour réclamer à dédommagement auprès de ces agences de notation. Pourquoi? Parce que finalement, ils disent que de toute façon, nous, on a formulé une simple opinion. Bon, c'était pas, il fallait être prudent par vous-même, c'est-à-dire que c'est une opinion. On vous a dit que c'est une note, mais finalement, ce n'est qu'une évaluation, une opinion de solvabilité. Oui, vous voulez dire quelque chose? Non, monsieur, j'ai dit seulement c'est juste probable. Ces agences ne sont pas sûres de la solvabilité des entreprises ou des pays. Voilà, c'est-à-dire que le fait que la formulation soit sous forme de probabilité, bon, lorsqu'on dit je suis probable, c'est probable, c'est-à-dire que ce n'est pas sûr. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas légalement responsables des erreurs commises dans la notation. C'est-à-dire si une entreprise, comme j'ai dit, est notée triple A et par la suite va faire faillite les mois qui suivent la notation, bah, ça lui enlève toute responsabilité vis-à-vis des investisseurs, vis-à-vis des clients. C'est un peu quand même... Il n'y a pas une suite judiciaire. C'est pas possible parce que même si vous allez les attaquer au tribunal, ben, le juge il va dire que de toute façon, monsieur, on vous a dit que c'est une probabilité. Il fallait voilà, c'est-à-dire il fallait prendre vos précautions. Ben, une probabilité, ça reste une probabilité. Donc ça, c'est une première critique qui est majeure quand même. Mais en fait, d'autres critiques là, vraiment très 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 sérieuses, c'est que on reproche aux agences de notation d'avoir ce qu'on appelle des conflits d'intérêts. Qu'est-ce que ça veut dire un conflit d'intérêts? Vous avez une idée? Oui? Conflit d'intérêts. Bah, conflit d'intérêts, ça veut dire que les agences de notation, ils peuvent noter certaines entreprises avec lesquelles ils peuvent avoir des intérêts. C'est-à-dire que les agences, ils peuvent formuler à la demande d'un client une entreprise A et en même temps, ces agences peuvent avoir des intérêts au sein de cette entreprise A et du coup, bah, leur notation ne peut pas être objective. Pourquoi? Parce qu'ils sont humains, bah, ils vont chercher à défendre leurs intérêts. C'est-à-dire si je suis actionnaire dans une entreprise et je vais l'évaluer, bah, c'est forcément je vais l'évaluer positivement. Pourquoi? Parce que
mon intérêt en dépend. C'est-à-dire que le fait qu'il soit bien noté, il va payer moins cher ses financements et du coup, je suis gagnant. Donc, en fait, je suis à la fois juge et partie et du coup, en fait, je ne peux pas être neutre ni partiel, ni impartial, dans ma notation. Pourquoi? Parce que j'ai des intérêts dans ces entreprises que je vais noter par la suite. Est-ce que c'est clair ce point? Donc, ça veut dire qu'il y a un mélange d'activités, c'est-à-dire à la fois les agences de notation, ils sont là pour noter les entreprises, mais ils peuvent aussi être des conseillers, des consultants à ces mêmes entreprises. Et donc, finalement, il y a un mélange des intérêts au sein de ces agences de notation et de ces entreprises. Et en même temps, certains experts travaillant pour les agences de notation, ils peuvent être soit des conseillers ou des consultants dans ces mêmes entreprises. Et du coup, en fait, leur jugement, leur opinion, leur évaluation n'est pas fiable à 100%. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment influencée par les intérêts qu'ils partagent avec ces entreprises. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. OK. Donc, c'est pour cela, en fait, donc, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour contrôler, pour surveiller davantage l'activité des agences financières. Ça a pris un peu de temps, mais on a fini par instaurer des directions, des systèmes pour contrôler l'activité, que ce soit aux États-Unis ou dans l'Union européenne. Par exemple, les agences de notation sur le marché européen sont sous la tutelle de ce qu'on appelle l'autorité européenne des marchés financiers, justement pour contrôler, pour surveiller de près l'activité des agences de notation. On vérifie est-ce qu'ils ont des intérêts dans des entreprises qui vont par la suite les noter, etc. Donc, on cherche justement à réduire cette connivence qui peut exister entre les entreprises, les États et les agences de notation, justement parce que la note peut induire en erreur les investisseurs. Et du coup, là, en fait, il faut surveiller de près l'activité et les rapports, les accointances que peuvent avoir les agences de notation avec les États ou les entreprises qui candidatent à l'évaluation. Deuxième critique, ça c'est une critique structurelle, c'est que on a dit que tout à l'heure, on a instauré les agences de notation pour réduire les risques d'effondrement des actifs financiers. Hein. C'était au lendemain de la crise de 29, mais malheureusement, le temps a donné tort à cette aspiration, à ce souhait. Donc, il y avait plusieurs crises financières qui se sont succédées depuis les années 90 jusqu'à 2008, et les agences de notation étaient incapables d'anticiper ces crises financières et l'effondrement de certains titres financiers. Hein. Par exemple, donc, on ne sait pas, donc il y a deux hypothèses formulées en ce sens. Certains disent que c'est par inadvertance, c'est-à-dire que les agences de notation n'étaient pas suffisamment vigilantes pour justement anticiper, prévoir ces crises financières. Il y a d'autres qui vont plus loin et disent qu'il y a une complaisance. Une complaisance, ça veut dire que les agences de notation sont complices avec le système, c'est-à-dire que parfois ils savent qu'il y a des débuts de crise financière, mais ils ne prévoient pas et ils ne préviennent pas les clients. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils peuvent avoir des intérêts financiers dans le système. Et du coup, en fait, ils sont complaisants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sérieux, ils sont complices avec le système, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des éléments qu'il y a une crise financière qui va se déclencher, mais ils ne disent rien. C'est-à-dire que ce qu'on appelle de la complaisance. Et c'est vrai, c'est-à-dire que par exemple, au moment, ça, on va y revenir par la suite, c'est-à-dire qu'au moment de la crise financière de 2008,
l'élément déclencheur de la crise financière de 2008 aux États-Unis, c'était quoi? Vous savez? C'était la faillite de la banque américaine Lehman Brothers. Et vous savez que quelques semaines avant la faillite de cette banque américaine, ben, il était noté triple A par les 3 agences de notation. Donc, ça veut dire que ça pose un problème. C'est-à-dire une banque avec un capital énorme, avec des comptes publiés, certifiés, etc. Et on n'arrive pas à sentir et à prévoir les risques de faillite et que par la suite, effectivement, ça va faire faillite. Donc, ça laisse à poser beaucoup de questions. Est-ce qu'ils étaient juste non vigilantes? Ben, ces agences manquaient de vigilance par rapport à cette banque ou, au contraire, peut-être ils étaient complices, complaisantes vis-à-vis de cette banque. Hein? Par ailleurs, par exemple, il y avait la crise mexicaine de 1994. Le Mexique, un pays émergent, a connu une crise financière intense en 1994. Ben, par exemple, l'agence Standard & Poor's, hein, ben, il n'a baissé la note du Mexique que quelques mois après la fin de la crise. Et l'autre agence, hein, Moody's, il n'a même pas modifié la note accordée au Mexique. C'est-à-dire que c'est un peu curieux, un pays qui est en crise financière profonde, ben, il soit dégradé, sa note soit dégradée quelques mois après la crise, et même l'autre agence, il n'a même pas modifié la note. Donc, ça veut dire que ce n'est pas très, très sérieux tout ça. Par ailleurs, c'est-à-dire dans le cas extrême, par exemple, le Brésil et l'Argentine, 2 autres pays d'Amérique latine, ont accusé une crise légère, mais ils sont sévèrement dégradés par les agences de notation. C'est-à-dire que la crise ne justifie pas le degré de la dégradation qu'a subi la note accordée par ces agences de notation à l'égard du Brésil et de l'Argentine. C'est-à-dire que d'une part, le Mexique avait mérité une dégradation beaucoup plus importante, ce n'était pas le cas, et en revanche, le Brésil et l'Argentine, ils ne méritaient pas une aussi dégradation de la note, et pourtant les agences ont considérablement dégradé leur note. Donc ça pose vraiment un problème. Monsieur? Oui. Monsieur, d'ailleurs, c'est juste quand la banque américaine est incapable de pouvoir honorer ses engagements envers ses partenaires financiers et s'est déclarée en faillite. Vous parlez de tout parce que je n'ai pas entendu. C'est à ce moment-là. Je n'ai pas entendu le début de votre question. Il y avait une coupure de son. Reprenez votre question pour que je la... Non, monsieur, c'est pas une question, c'est juste une information. Alors, c'est quoi l'information? C'est quand la banque américaine Lehman Brothers. Oui. C'est vrai, ses engagements envers ses partenaires financiers. Oui. C'est alors tout un système qui les produits échangés, ils ont lié les établissements financiers entre eux. Donc, ça a aidé à propager la crise financière au niveau mondial. Ah, bien sûr, c'est-à-dire que c'est un autre point. Mais ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai, c'est-à-dire que la particularité du système bancaire, hein, c'est-à-dire que c'est très fragile. Hein, lorsque une seule banque fait faillite, c'est dangereux parce que ça menace l'effondrement de tout le système. Pourquoi? Parce que les agents économiques, ben, ceux qui ont des épargnes, de l'argent dans les banques, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ceux-là paniquent et au risque de perdre leur argent, ben, ils vont se ruer pour récupérer leurs économies. Et du coup, en fait, le système va s'effondrer. C'est pour cela qu'on fait attention aux banques lorsqu'il y a un problème dans une banque, c'est la banque centrale qui intervient directement, justement, parce que la perte de confiance vis-à-vis d'une seule banque, il peut facilement et rapidement faire effondrer tout le système bancaire et donc toute l'économie, parce que les banques commerciales sont le nerf de l'économie du marché. C'est-à-dire que le système bancaire, s'il va s'effondrer, ben, ça veut dire que toute l'économie va suivre cet effondrement. Oui. D'autres questions? Donc voilà, toujours restant dans les critiques, ben, c'est que les conflits d'intérêts, on l'a dit tout à l'heure, c'est que parfois les notes ben, ne reflètent pas la réalité
des entités notées, que ce soit des banques ou des entreprises, ben, si les agences ont des intérêts dans ces entreprises, ben, ils vont les évaluer, donc ça veut dire que ce n'est pas très fiable, et donc c'est sciemment falsifier la note. Hein. Et en plus, ben, c'est par rapport à ce qu'on a dit, c'est-à-dire que au moment de la crise financière, non seulement les agences n'ont pas prévu l'arrivée de la crise financière, et en plus, ils ont participé à son accélération et sa précipitation. C'est-à-dire que parfois, il y a d'autres banques, d'autres entreprises qui seront fortement dégradées et du coup, ça va accélérer la contagion à la diffusion de la crise financière. Alors, donc, pour conclure, donc là, on peut comprendre l'emprise inconsidérable et inconsidérée des agences de notation sur la finance internationale, c'est-à-dire que les États et les entreprises, leur capacité à se financer dépend non pas de leur économie, de leur patrimoine, mais dépend de la note accordée par les agences de notation. C'est-à-dire que si vous avez le malheur d'être mal noté, que vous soyez un État ou une entreprise, vous risquez d'accéder à un financement très cher. Donc, en fait, finalement, cette note des agences de notation, il menace la survie du système économique dans la mesure où il peut handicaper considérablement que ce soit des États ou des entreprises. Et c'est encore malheureux que ces notes influencent davantage les pays en développement et les pays émergents et moins les pays développés. C'est-à-dire que si je prends le cas des États-Unis et le Japon, j'ai dit tout à l'heure, ils ont perdu le triple A par les trois agences et il reste toujours des pays qui peuvent avoir des crédits les moins chers sur le marché financier, tout simplement parce qu'ils sont aidés par une banque centrale, que ce soit la banque centrale japonaise ou la banque fédérale américaine, qui pratique ce qu'on appelle la banque prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire que la banque fédérale américaine intervient justement pour soutenir en achetant les bons de trésor au final. Donc, ça encourage toujours et ça donne toujours garantie aux investisseurs d'aller souscrire ces bons de trésor, quelle que soit la note, triple A ou pas. Ça n'a aucun effet, au moins sur le court terme, sur les taux d'intérêt proposés au financement des États-Unis. Mais malheureusement, ce sont les pays développés, en développement et émergents qui subissent de plein fouet cette notation. Et tout à l'heure, on a parlé de la Grèce. La Grèce, au moment de la crise financière, donc sa note a été sévèrement dégradée. Ils étaient C ou D selon les agences de notation. Et du coup, en fait, lorsque le gouvernement grec a émis une obligation, les investisseurs, le marché financier a réagi par un taux de 30%. Donc, il y avait heureusement la France et l'Allemagne qui ont sauvé l'État grec de la banque rouge. C'est-à-dire, si on se limitait à ces agences de notation, la Grèce, peut-être, il aurait déjà vendu tout son patrimoine pour se financer. Pourquoi? Parce qu'avec la seule note accordée par les agences, il était impossible qu'elles puissent accéder au financement sur le marché international. Donc voilà, on a fini, si vous n'avez pas de questions. Donc j'attends vos questions. On a fini ce chapitre. Il nous reste une conclusion générale. On va essayer de la faire la semaine prochaine. Mais je suis à votre écoute si vous avez des questions par rapport à ce troisième chapitre. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Pas de questions? Non. Ok, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Et au revoir à tout le monde. Merci, monsieur. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Merci.